16e chant. Dans la cabane, Ulysse, aux côtés du divin Porché, préparait le repas. Dès l'aube, ils avaient fait du feu et lâché leur troupeau de porcs, suivis de leurs bergers. Télémaque approchait. Les chiens hurleurs lui firent fête, mais sans un aboiement. Le divin Ulysse les vit frétiller de la queue et entendit un bruit de pas. Aussitôt à Eumée, il dit ces paroles zélées. « Eumée, on vient te voir, sans doute est-ce quelqu'un des tiens ou de tes familiers. Les chiens frétillent de la queue sans pourtant l'aboyer, et je distingue un bruit de pas. » Il n'avait pas encore fini de parler que son fils se dressait à la porte. Eumée, étonné, se leva, lâchant les vases dans lesquels il mélangeait le vin au sombre feu. Il s'avança au-devant de son maître et alla lui baiser le front, ainsi que ses beaux yeux et ses deux mains, tout en laissant tomber un flot de larmes. De la même façon qu'un père accueille à bras ouverts son enfant qui revient de l'étranger après 10 ans, fils unique et chéri, qui lui a coûté bien des peines, tel le divin Porché serrait et couvrait de baisers Télémaque pareil au dieu, qu'il retrouvait vivant. Et tout en sanglotant, il lui disait ces mots zélés. « Toi ici, Télémaque, ô ma douce et tendre lumière, je ne t'espérais plus depuis ton départ pour Pylos. Mais entre maintenant, mon cher enfant, que je savoure le bonheur de te voir ici à peine débarqué. Tu ne viens pas souvent aux champs et près de tes bergers, tu restes dans la ville, à croire que ton seul plaisir est d'avoir sous les yeux le vil troupeau des prétendants. » Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. « Bon père, je veux bien, c'est pour toi que je suis ici, pour te voir de mes yeux, et pour apprendre par ta bouche si ma mère est encore à la maison, ou si déjà quelque autre est son nouveau mari, et si le lit d'Ulysse n'est plus qu'un cadre vide, envahi par les araignées. » Alors le maître des porchers lui fit cette réponse. « Eh bien oui, elle est toujours là, le cœur plein de courage, dans ton palais. Mais elle y consume ses jours, ses nuits, à gémir et verser des larmes sans rémission. » À ces mots, il lui prit sa lance à la pointe de bronze, puis Télémaque entra en franchissant le seuil de pierre. Et comme il avançait, son père lui céda la place, mais Télémaque l'arrêta du geste en lui disant « Reste assis, étranger, nous trouverons un siège ailleurs dans notre ferme, et l'homme ici présent y pourvoira. » À ces mots, l'autre se rassit. Mais déjà le porcher étalait des branchages verts et les couvrait de peau, et c'est là que le fils d'Ulysse vint alors s'asseoir. Le maître des porchers leur présenta sur des plateaux les bouts de viande qui restaient du repas de la veille. Il entassa rapidement le pain dans les corbeilles et mélangea dans une jatte un vin doux comme miel, puis vint enfin s'asseoir en face du divin Ulysse. Alors ils tendirent les mains vers les plats préparés. Sitôt qu'ils eurent satisfait la soif et l'appétit, Télémaque, s'adressant au divin Porché, lui dit « Bon père, d'où te vient cet hôte? Et comment les marins l'ont-ils amené en ce lieu? Qui prétendent-ils être? Car je ne pense pas qu'il soit venu ici à pied. » À ces mots, tu lui répondis ainsi, Porché Eumée. « Eh bien, mon fils, tu vas savoir l'exacte vérité. Il prétend avoir vu le jour dans les plaines de Crète et avoir roulé à travers d'innombrables cités, au gré des aventures que le ciel lui a filées. Il vient de s'enfuir d'un vaisseau conduit par les Thesprotes et se trouve à présent ici. Mais je te le remets, fais-en ce que tu veux. Il dit d'être ton suppliant. » Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. « Ce que tu me racontes là me déchire le cœur. Comment pourrais-je recevoir cet hôte en ma maison? Je suis trop jeune encore et mes bras manquent de vigueur pour me défendre de quelqu'un qui viendrait m'attaquer. Quant à ma mère, 2 désirs se partagent son cœur. Restera-t-elle auprès de moi pour garder la maison, respectant le lit de l'époux et l'estime du peuple? Ou suivra-t-elle pour finir le meilleur de tous ceux qui la courtisent sous son toit et la comblent de biens? Du moment que cet étranger est arrivé chez toi, je m'en vais lui donner des habits neufs, robes et manteaux, un glaive à 2 tranchants, et des sandales pour ses pieds. Puis je le ferai reconduire où son cœur le souhaite. Prends soin de lui, de grâce, et garde-le dans ta cabane. Je t'enverrai ici les vêtements et ce qu'il faut pour le nourrir, afin qu'il ne soit plus à votre charge. Mais je lui interdis de se mêler aux prétendants qui sont là-bas. Leur insolence tient de la folie. Il pourrait l'insulter, et j'en aurais trop de chagrin. On a beau être brave, on a du mal à l'emporter quand on a devant soi des gens plus nombreux et plus forts. » Alors, Ulysse l'endurant lui fit cette réponse. « Ami, puisqu'aussi bien il m'est permis de te répondre, vous me brisez le cœur quand je vous entends raconter quelles folles impiétés les prétendants commettent dans ce palais, contre le gré d'un héros tel que toi. Dis-moi, as-tu choisi ce joug? Ou as-tu dans le peuple un parti qui te hait par respect pour la voix d'un dieu? Aurais-tu à te plaindre de ces frères sur lesquels on compte toujours dans la lutte au plus fort du danger? Courageux comme je le suis, que n'ai-je ta jeunesse?
Que ne suis-je le fils d'Ulysse, ou Ulysse en personne, revenu de l'exil, car tout espoir n'est pas perdu. J'accepterais qu'un ennemi me vînt couper la tête, si je ne faisais le malheur de tous ces misérables, en accourant auprès d'Ulysse, le fils de Laërté. Quand bien même je serais seul, écrasé par le nombre, j'aimerais mieux périr assassiné dans mon logis que d'avoir toujours sous les yeux ces ignobles forfaits, hôtes traités sans nul égard, et femmes de service dont on abuse lâchement dans ma belle demeure, vin que l'on fait couler à flots, vivres que l'on dévore en pure perte, sans profit et sans le moindre effet. Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. Eh bien, cher hôte, je te parlerai ouvertement. Ce n'est pas tout mon peuple qui me hait et qui m'outrage. Je n'ai pas à me plaindre de ses frères sur lesquels on compte toujours dans la lutte, au plus fort du danger. Zeus n'a jamais donné qu'un fils aux hommes de ma race. Ainsi, d'Archésios est né un seul enfant, Laërté, qui fut père à son tour du seul Ulysse, et cet Ulysse n'a laissé au palais que moi seul, sans en profiter. Voilà pourquoi tant d'ennemis vivent dans ma maison. Tous les seigneurs dont le pouvoir s'exerce sur nos îles, Dulichion, Samé, Zacinthe et ses forêts profondes, comme aussi tous les roitelets de la rocheuse Ithaque, tous courtisent ma mère et dilapident mes trésors. Elle, sans repousser un hymen dont elle a horreur, n'ose pas en finir, tandis qu'il dévore mes biens à pleines dents, quitte à me déchirer moi-même après. Mais c'est au Dieu d'en haut qu'il appartient d'en décider. Bon père, annonce vite à la très sage Pénélope que je suis sain et sauf et que j'arrive de Pylos. Je resterai ici. Parle à ma mère sans témoin, et reviens sur tes pas. Prends garde qu'aucun Achéen n'en sache rien, car ils sont beaucoup à tramer ma perte. À ces mots, tu lui répondis ainsi, Porché Eumée. Je comprends, j'ai saisi. Ton ordre, je l'avais prévu. Mais allons, parle-moi sans feinte et réponds point par point. Dois-je du même pas porter la nouvelle à Laërté? Le malheureux. Tant qu'il pleura le triste sort d'Ulysse, il inspectait ses champs, et au logis avec ses hommes il mangeait et buvait, lorsque son cœur le réclamait. Mais à présent, depuis que tu es parti pour Pylos, on dit qu'il ne veut plus manger ni boire comme avant, ni visiter ses champs. Il reste là à sangloter, à gémir, à pleurer, n'ayant que la peau sur les os. Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. Hélas, si triste que ce soit, il nous faut le laisser. Si tout était soumis au libre arbitre des mortels, nous choisirions d'abord le jour du retour pour mon père. Va porter ton message, et reviens sans aller chercher Laërté à travers champs. Ordonne pourtant à ma mère de dépêcher secrètement et le plus tôt possible son intendante, afin qu'elle avertisse le vieillard. Eumée, à ces mots, se leva, et prenant ses sandales, les fixa à ses pieds, puis se dirigea vers la ville. Mais Athéna le vit, comme il sortait de la cabane. Elle s'approcha de la porte, en ayant pris les traits d'une grande et très belle femme, experte en fins travaux. Debout, face à l'entrée, elle apparut aux yeux d'Ulysse, mais Télémaque n'en sut rien et resta sans la voir, car les dieux ne se font pas reconnaître à tous les hommes. Les chiens la virent, eux aussi, mais n'aboyèrent pas, et se sauvèrent, en grognant, dans un coin de l'étable. La déesse lui fit un signe. Ulysse le comprit. Il sortit de la salle et longeant le mur de la cour, s'arrêta devant Athéna, qui lui parla ainsi. Divin rejeton de Laërté, industrieux Ulysse, le moment est venu de parler sans feinte à ton fils. Il vous faut combiner tous deux la mort des prétendants, puis gagner l'illustre cité. Je ne serai pas longue à vous y retrouver, tant il me tarde de combattre. Sur ce, Athéna le toucha de sa baguette d'or. Elle lui mit autour de la poitrine une tunique, un manteau bien lavé, puis le grandit, le rajeunit. Sa peau redevint brune, il retrouva ses bonnes joues, et une barbe d'un bleu noir encadra son menton. Cela fait, la déesse s'en alla. Ulysse alors rentra dans la cabane. Plein de stupeur et d'effroi, son fils détourna ses regards, craignant de voir un dieu. Puis s'adressant à lui, il dit ces paroles ailées. « Te voilà étranger, bien différent de tout à l'heure. Tu as d'autres habits, ta peau n'a plus le même teint. Il faut que tu sois l'un des dieux, maître du vaste ciel. Sois-nous propice, et reçois en hommage des victimes ou de beaux vases d'or, puisses-tu nous laisser en vie. » Ulysse l'endurant lui fit alors cette réponse. « Je ne suis pas un dieu, pourquoi me comparer à eux? Je suis ton père, celui pour lequel tu te désoles et souffres tant de maux, en essuyant les coups d'autrui. » Sur ce, il embrassa son fils, et le long de ses joues, laissa couler les pleurs, jusqu'alors toujours refoulés. Télémaque, doutant encore que ce fût là son père, lui adressa de nouveau la parole, et répondit. « Non, tu n'es pas mon père, tu n'es pas Ulysse. Un dieu m'abuse, afin de redoubler mes pleurs et mes sanglots. Nul mortel ne pourrait réaliser de tels prodiges par sa seule pensée,
à moins qu'un dieu en survenant ne le change en jeune homme ou en vieillard, selon son gré. Tu n'étais à l'instant qu'un vieux tout couvert de guenilles, et te voici pareil au dieu maître du vaste ciel. Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. Télémaque, il ne convient pas quand ton père est ici, que tu en sois surpris ou étonné outre mesure. Non, il ne viendra pas ici d'autre Ulysse que moi. C'est bien moi qui, après avoir tant souffert, tant erré, arrive enfin, 20 ans plus tard, au pays de mes pères, et ce, grâce à Pallas, la ramasseuse de butin. C'est elle qui me rend tout à loisir tel qu'il lui plaît, tantôt semblable à un vieux pauvre, et tantôt au contraire à un jeune homme revêtu de ses plus beaux habits. Car rien n'est plus facile aux dieux, maîtres du vaste ciel, que de rehausser un mortel ou de le ravaler. Sur ce, il se rassit. Lors Télémaque, tout en pleurs, étreignit son auguste père et se mit à gémir. Ils sentirent monter en eux un besoin de sanglots. Ils criaient, en pleurant, plus fort que ne font des oiseaux, busards ou vautours bien griffus, auxquels des paysans sont venus prendre les petits avant leur premier vol. C'était même pitié de voir leurs yeux remplis de larmes. Ils auraient sangloté ainsi jusqu'au soleil couchant, si Télémaque tout à coup n'avait dit à son père. « Mais, père bien-aimé, sur quel navire les marins t'ont-ils amené à Ithaque, et quel est leur pays? Car ce n'est pas à pied, je pense, que tu viens ici. » Ulysse l'endurant lui fit alors cette réponse. « Eh bien, mon fils, voici exactement ce qu'il en est. Je suis venu avec de bons marins phéaciens, de ceux qui font passer quiconque à bord dans leur pays. Pendant que je dormais, leur nef m'a porté sur la mer et m'a déposé à Ithaque avec de beaux présents, tout un chargement d'or, de bronze et d'étoffes tissées, qu'avec l'aide des dieux j'ai déposé dans une grotte. C'est sur le conseil d'Athéna que je me trouve ici, pour que nous débattions du meurtre de nos ennemis. Allons, fais-moi le compte exact de tous les prétendants, que je sache le nombre et la nature de ces hommes. Puis après avoir réfléchi en mon cœur valeureux, je verrai s'il nous est possible de les attaquer tout seuls, sans aide aucune, ou s'il nous faut quelque renfort. » Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. « Père, j'ai toujours entendu vanter ta grande gloire. Je te savais fier au combat et prudent au conseil. Mais voilà qui est trop, un vertige me prend. Comment 2 hommes pourraient-ils se battre contre autant de braves? Ah, si ces prétendants n'étaient qu'une dizaine ou 2. Mais il y en a tant. Tu vas le savoir sur le champ. De Doulichion, il en est arrivé 52, des jeunes gens d'élite, accompagnés de 6 valets. De Samé, on a vu venir 24 jeunes hommes, et de Zacinthe il est venu 20 jeunes Achéens. D'Ithaque même, une 12aine, parmi les plus braves, ainsi que le héros Médone et le divin Aède, sans compter 2 servants, habiles à trancher la viande. Si nous les attaquons ensemble au sein de ce palais, j'ai bien peur que tes coups ne te soient rendus au centuple. Réfléchis plutôt si tu peux trouver quelque autre appui, capable de nous secourir d'un cœur bien décidé. » Ulysse l'endurant lui fit alors cette réponse. « Je vais donc m'expliquer, prête l'oreille et comprends-moi. Demande-toi si pour nous 2, Zeus père et Athéna y suffiront, ou si je dois chercher quelque autre appui. » Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. « Ah oui, ce sont de beaux renforts, ces 2 dont tu me parles. Ils trônent un peu haut dans les nuages, mais qu'importe. Ils ont autorité sur tous, mortels et immortels. » Ulysse l'endurant lui fit alors cette réponse. « Ces 2 soutiens ne resteront pas longtemps à l'écart du violent combat, dès l'instant que dans ma demeure le cruel Arès tranchera entre ces gens et nous. Demain, dès la pointe du jour, tu iras retrouver dans ma maison ces prétendants remplis de suffisance. Eumée, un peu plus tard, me conduira jusqu'à la ville, sous les traits d'un vieux mendiant tout couvert de guenilles. S'il m'outrage dans le palais, il faudra que ton cœur supporte au fond de toi de me voir ainsi maltraité. Et même s'il me traîne par les pieds jusqu'à la porte ou qu'il lance des traits sur moi, regarde et laisse faire. Tu leur demanderas de mettre fin à leur folie en usant des mots les plus doux, mais ils ne voudront pas les écouter car déjà le jour fatal les menace. J'ajouterai ceci, et mets-toi bien la chose en tête. Lorsqu'Athéna au bon conseil inspirera mon cœur, je te ferai un signe de la tête. Aussitôt vu, ramasse toutes les armes d'Arès qui sont placées dans la grande salle et pose-les au fond de la réserve. Et si les prétendants s'étonnent de ne plus les voir, use de tes mots les plus doux pour leur donner le change. Je les ai mises loin du feu, car comment reconnaître les armes que laissa Ulysse en s'embarquant pour Troie? La vapeur du foyer les a complètement ternies. Mais Zeus m'a aussi fait valoir une raison plus forte. Je crains que, pris un jour de vin et vous cherchant querelle, vous n'alliez vous blesser, souillant à la fois vos festins et vos projets d'hymen. Le fer attire à lui son homme. Pour nous seuls, tu réserveras 2 piques, 2 épées, ainsi que 2 écus en buffle, aisés à manier.
Nous les prendrons pour frapper dans le tas. Quant aux convives, le sage Zeus et Athéna les ensorcelleront. J'ajouterai ceci, et mets-toi bien la chose en tête. Si tu es vraiment mien et issu de mon propre sang, personne n'apprendra ici qu'Ulysse est de retour, que Laërté n'en sache rien, non plus que le porcher, ni aucun de nos serviteurs, ni même Pénélope. À nous seuls, nous devrons sonder la droiture des femmes et tâcher de savoir auprès de chaque serviteur quel est celui qui nous respecte et nous craint en son âme, ou qui, sans nul égard pour toi, fait injure à ton rang. Son noble fils prit alors la parole et répondit. « Ô père, j'imagine que tu connaîtras bientôt mon cœur. Il n'y a plus en moi aucune étourderie. Mais je ne pense pas que nous trouvions notre profit en agissant ainsi. Je te conseille d'y songer. Si tu veux sonder tout le monde, il te faudra du temps pour parcourir nos champs. Pendant ce temps, les gens d'ici dévorent nos biens à l'envi, sans rien se refuser. Pour ce qui est des femmes, tu feras bien de chercher celles qui ont fauté et celles qui sont innocentes. Mais quant aux hommes, comment irions-nous de ferme en ferme pour les interroger? Nous nous en soucierons plus tard, au premier signe clair qu'enverra Zeus le portégide. » Pendant qu'ils échangeaient entre eux de semblables propos, voici qu'au port d'Ithaque entrait le solide navire qui avait conduit de Pylos, Télémaque et ses gens. Sitôt que devant eux s'ouvrit la rade aux eaux profondes, on tira le sombre vaisseau sur la grève de mer, et des serviteurs empressés rangèrent les agrès. On emporta chez Clytios les présents magnifiques, et l'on envoya un héros dans la maison d'Ulysse, afin qu'il fît savoir à la très sage Pénélope que Télémaque était aux champs, mais avait renvoyé le vaisseau à la ville, afin que la crainte et les larmes ne vinssent amollir le cœur de la vaillante femme. Or le héros et le divin porcher se rencontrèrent, comme ils allaient porter tous deux même avis à la reine. Sitôt qu'ils furent arrivés chez le divin Ulysse, le héros s'écria devant les femmes rassemblées. « Ô reine, sache-le, ton fils est rentré de Pylos !» Le porcher, quant à lui, s'en alla dire à Pénélope tout ce que son seigneur l'avait chargé de rapporter, et aussitôt qu'il eut fini de remplir son message, quittant la grande salle et la cour, il rejoignit ses ports. Les prétendants, surpris et consternés au fond d'eux-mêmes, sortirent de la salle et longeant le mur de la cour allèrent s'installer là-bas sur le devant des portes. En premier parla Eurymaque, fils de Polybos. « Mes amis, Télémaque a donc réalisé son coup. Ah, l'insolent! Pourtant nous étions contre ce voyage. Allons, mettons à l'eau le meilleur de nos noirs navires et levons des rameurs de mer, qu'ils s'en aillent bien vite avertir nos amis de rentrer au plus tôt chez eux. » Il n'avait pas fini, qu'Amphinomos, tournant la tête, vit un vaisseau qui pénétrait jusqu'au fond de la rade et qui avançait à la rame, ayant cargué ses voiles. Alors, riant de tout son cœur, il dit à ses amis, « N'envoyons pas de messagers, car les voici au port. Un dieu a dû les prévenir, ou alors ils ont vu passer l'autre vaisseau, mais sans pouvoir en approcher. » À ces mots, se levant, ils descendirent sur la grève. Ils se hâtèrent de tirer à sec le noir vaisseau, et des serviteurs empressés rangèrent les agrès. Puis tous gagnèrent l'agora, sans permettre à personne, qu'il fût jeune ou âgé, de prendre place à côté d'eux. Antinoos, fils de Pythès, leur parla en ces termes. « Malheur! Voyez comme les dieux l'ont sauvé du désastre. Chaque jour des guetteurs, postés sur les cimes venteuses, allaient se relever. Le soleil une fois couché, jamais nous ne passions la nuit sur terre. C'est au large que nous voguions sur notre nef jusqu'à l'aube divine, épiant Télémaque pour l'abattre une fois pris. Et voici qu'un dieu nous l'enlève et le ramène au port. Songeons donc à lui préparer une méchante fin. Il ne faut pas que Télémaque nous échappe encore. Je doute, lui vivant, qu'on puisse jamais en finir. C'est un homme avisé, plein de conseils et de prudence, et quant au peuple, il nous a retiré tout son appui. À l'œuvre donc, avant qu'il ne convoque une assemblée des Achéens. Il ne va pas en rester là, je pense, mais gardant sa colère, il viendra dire devant tous que nous voulions sa mort et que nous avons échoué. Apprenant nos méfaits, le peuple va se récrier. Il risque de nous en punir et de nous exiler bien loin d'ici, nous obligeant à fuir sous d'autres cieux. Faisons vite. Supprimons-le, à l'écart, dans les champs ou sur la route, et prenons tous ses biens, tout son avoir. Nous nous servirons dans les règles. Quant à la maison, nous la laisserons à sa mère et à qui l'aura prise. Si ce propos ne vous plaît pas, et si vous préférez qu'il reste en vie et qu'il conserve tout son patrimoine, ne venons plus ici lui dévorer sans retenue des biens d'une telle valeur. Que chacun de chez soi fasse sa cour et ses cadeaux, et qu'elle épouse ensuite l'homme le plus offrant que lui désignera le sort. » À ces mots, ils restèrent tous silencieux et cois. Alors Amphinomos prit la parole pour répondre. Ce noble rejeton du roi Nisos, fils d'Arétos, était le chef des prétendants venus de Dulichion, l'île du froment et des prés.
C'est lui dont les discours plaisaient le plus à Pénélope, étant homme de bien. En sage qu'il était, il prit donc la parole et dit « Mes chers amis, ce n'est pas moi qui pourrais consentir à tuer Télémaque. Il est terrible d'attenter à la race des rois. Interrogeons d'abord les dieux. Si les décrets du puissant Zeus se déclarent pour nous, je porterai le premier coup, et vous n'aurez qu'à suivre. Mais si les dieux nous disent non, je suis pour qu'on s'abstienne. » Ainsi parla Amphinomos, et chacun d'applaudir. S'étant levés, ils regagnèrent la maison d'Ulysse, et ils allèrent tous s'asseoir sur les fauteuils polis. La sage Pénélope alors prit la décision de se montrer aux prétendants insolents et superbes, car elle savait par Médone, qui connaissait leurs plans, qu'ils tramaient la mort de son fils au sein de ce palais. Elle pénétra dans la salle avec ses chambrières. Arrivée à hauteur des gens, cette femme divine s'arrêta contre le montant de l'épaisse embrasure, et ramena ses voiles éclatants sur ses deux joues. Alors, interpellant Antinos, elle lui dit « Antinos, esprit fourbe et méchant, chacun prétend qu'en ce pays d'Ithaque tu bats tous ceux de ton âge par la sagesse et l'éloquence. On n'en voit point la trace. Insensé. Pourquoi comploter la mort et le trépas de Télémaque, et faire si peu de cas des suppliants dont Zeus est le témoin? Vouloir le mal d'autrui, quel crime! Aurais-tu oublié qu'un jour ton père vint ici, fuyant le peuple et sa colère poussée à l'extrême? Comme il avait pris le parti de pirate taphien pour venir attaquer nos alliés de Thesprotie, le peuple voulait le tuer, lui arracher le cœur et dévorer ses biens, dont tout le monde avait envie. Mais Ulysse intervint et calma la fureur des gens. Et toi, tu pilles sa maison, tu courtises sa femme, tu veux tuer son fils, et tu m'accables de douleur. Ah, je t'adjure de cesser et de calmer les autres. » Lors Eurymaque, fils de Polybos, lui répondit. « Que la fille d'Icarios, la sage Pénélope, se rassure. Pourquoi te mettre ces soucis en tête? Il n'existe aucun homme, et on n'en trouvera jamais, qui risque de porter la main sur ton fils Télémaque. Jamais, tant que les yeux ouverts, je vivrai sur la terre. Car je vais te le dire, et c'est ce qui s'accomplira. Aussitôt son sang noir jaillira autour de ma lance. Plus d'une fois Ulysse, le grand saccageur de ville, m'a pris sur ses genoux et a déposé dans mes mains un morceau de viande rôtie, arrosé de vin rouge. C'est pourquoi Télémaque est vraiment pour moi le meilleur de mes amis. Ce n'est pas de la main des prétendants qu'il doit craindre la mort. Les dieux seuls peuvent l'imposer. » Tel, il la rassurait, tout en tramant la mort du prince. Pénélope, ayant regagné son étage brillant, pleurait encore Ulysse, son époux, quand Athéna s'en vint répandre sur ses yeux la douceur du sommeil. Vers le soir, le divin Porché rentra auprès d'Ulysse et de son fils, qui s'affairaient tous deux pour le repas. Ils avaient immolé un porc d'1 an. Lors, Athéna s'approcha, et frappant Ulysse, le fils de Laërté, d'un coup de sa baguette, en fit de nouveau un vieillard revêtu de méchants haillons, de peur que le porcher ne le reconnût à ses traits, et ne pouvant se taire, ne s'en allât en informer la sage Pénélope. Prenant la parole en premier, Télémaque lui dit « C'est toi, divin porcher? Quel bruit circule dans la ville? Les fougueux prétendants seraient-ils déjà revenus de l'embuscade ou guettent-ils encore mon retour ?» À ces mots, tu lui répondis ainsi, porcher Eumée. « Je n'ai pas pris la peine de descendre jusqu'en ville et de le demander aux gens. Je n'avais qu'un désir, revenir ici au plus tôt, mon message rendu. J'ai croisé un prompt messager, envoyé par tes gens, un héros, qui fut le premier à informer ta mère. Mais je sais autre chose encore, et cela je l'ai vu. Quittant la ville, j'avais déjà atteint le sommet de la butte d'Hermès, quand j'ai vu un vaisseau rapide pénétrer dans la rade avec beaucoup de gens à bord. Il était plein de boucliers, de piques à 2 pointes. J'ai supposé que c'était eux, mais je n'en suis pas sûr. » Le vaillant Télémaque, à ces mots, se prit à sourire et regarda son père, évitant les yeux du porcher. Quand tout fut apprêté et que le souper fut servi, on mangea, et chacun eut part égale à ce repas. Puis, dès que l'on eut satisfait la soif et l'appétit, on alla dormir et goûter les présents du sommeil.